Alors, on fait 1,9 million de chiffre d'affaires l'année dernière. Et donc vous êtes combien aujourd'hui dans Ouais. l'agence? On est 16 au sein de l'agence, du coup, à Paris, en interne. Et après, si on compte vraiment toutes les équipes externes, on est un peu plus d'une vingtaine. J'ai vraiment beaucoup de types de clientèle différentes, malheureusement. C'est un problème au scaling de l'agence. Quand on est une agence, on n'est pas tout seul, donc on s'entend vite de développeurs, web designers, etc. Le rôle d'un CEO à ce stade, c'est de comprendre les métiers, mais pas forcément d'être le meilleur exécutant. Salut Tristan. Salut Théo, merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh bien écoute, avec plaisir. Aujourd'hui on est là pour parler de ton expérience de créateur d'agence, de revendeur d'agence aussi. Tu as des nouveaux projets très intéressants dans l'achat aussi, investissement dans les business en ligne, donc ça c'est quelque chose qui nous plaît. Tout simplement avant d'entrer dans les détails, est-ce que tu peux commencer par un peu nous parler de toi, ton parcours et avant d'entrer dans ta boîte, comment t'en es arrivé là aujourd'hui? Ouais, avec plaisir. Bah, du coup, donc moi je suis un entrepreneur, du coup j'ai 30 ans, je viens de passer la trentaine, je me sens vieux direct. Je viens de passer la trentaine, j'aurais bien aimé rester dans ma vingtaine pendant un bon moment. Mais c'est passé vite, c'est vrai que du coup j'ai monté une première start-up qui n'a pas forcément évolué comme je voulais dans les vélos électriques. À la suite Ok. de ça, du coup il me fallait un peu d'argent, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était vu que j'avais pas encore récupéré l'argent investi dans la première boîte, bah, j'étais à sec entre guillemets. Il fallait entre guillemets que je trouve de l'argent. Le seul moyen et le meilleur business pour se lancer, c'est de faire du freelancing ou du consulting, selon moi. J'ai commencé donc par un peu de freelance très rapidement et dès que j'ai vu qu'entre guillemets ça commençait un petit peu à prendre et que je voulais de la croissance, c'est là où j'ai décidé du coup de transformer mon modèle freelance en agence. Voilà. Ok. Donc ça remonte il y a maintenant 4 ans. Il y a 4 ans, donc en gros, pour te la faire simple, voilà, je fais mes premières missions en consulting, je voyage, je profite, on va dire, un petit peu de la vie, mais Tu rapidement, faisais quoi comme première j'ai besoin mission, de challenge. comme type de presta? Je faisais tout ce que je pouvais Ok. vendre. Ok. Donc j'ai vendu du CRM, j'ai fait de la consulting de sécurité, j'ai fait du consulting sur la lead gen. J'ai vraiment fait pas mal de choses. L'idée, c'était, voilà, comme je t'ai dit, c'était tout simplement de pouvoir me vendre dans un premier temps. Euh, Et comment tu, pardon, voilà. mais du coup, tu as l'air plutôt bon Comme, en commercial. Comment tu trouvais ces clients-là au début quand tu fais un peu tout pour un peu tout le monde? On sait que c'est compliqué quand tu es une agence non, de ce positionnement, mais je dirais pas que je suis bon en commercial. En tout cas, j'ai activé mon réseau. Je pense que les gens ok. savaient que j'étais plutôt compétent et du coup, qui pouvaient entre guillemets avoir mes services pour pas très cher au début, quoi. Je pense que c'était surtout ça Ok. l'intérêt des clients, voilà. Et comment tu as appris, Donc non, j'ai pardon, parce que activé mon du coup, réseau et j'ai demandé s'ils avaient besoin d'aide. Ouais, tu dis, excuse-moi? ouais, je pense qu'il y a un petit décalage. Ah ouais, je disais que t'avais un réseau qui savait que tu étais bon et t'es pas revenu sur ton passé avant du coup ce côté freelance. Comment ces gens savaient que tu as fait quoi pour avoir ce réseau, pour monter en compétence? C'est quoi un peu ton passé? Je suis sur ton LinkedIn, je vois que Ah, tu as quand même une bah, tout belle simplement, bah, expérience. avec ma boîte du coup précédente, déjà, donc avec ma première Ok, startup, et puis avec mes années passées en salarié. ok, Voilà, tout simplement. super. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, je commence à faire des premières missions. Et on est un peu, pour te remettre sur les années, on est en fin 2019, 2020. Et c'est un peu pendant le Covid. Et pendant le Covid, du coup, tout ce qui se passe, on entend parler du dropshipping un peu partout. C'est là où toute la partie e-commerce explose. Bah, forcément, je me dis bah, il manquait dans mes prestats que je vendais toute une partie SEO et que je connaissais rien au référencement naturel. Et je voyais que c'était une demande de mes clients. Et du coup, je me suis dit, bah, le meilleur moyen de se former, c'est de faire des choses, d'avoir des résultats en référencement naturel. Et pourquoi je te parle de dropshipping? Parce que du coup, j'ai monté mes premières boutiques full SEO dropshipping il y a maintenant 3 ans et demi, du coup, ouais, 4 ans. Et c'est là où, entre guillemets, a eu la naissance de l'agence. Au début, du coup, vu que j'avais déjà monté des sites sur WordPress WooCommerce, et voilà, parce qu'à l'époque, on conseillait beaucoup d'un point de vue référencement naturel WooCommerce, je me suis parti là-dessus. C'est vrai que
découvert un super outil et je me suis vraiment épanoui là-dedans et c'est là-dessus, en continuité où j'ai développé du coup l'agence. Voilà, donc au début, je me suis positionné en agence WordPress WooCommerce et puis c'est comme ça que j'ai décidé de grossir l'agence, c'est avec ce positionnement fort alors que du coup, j'ai arrêté toutes les autres prestats, que je faisais en parallèle et je me suis positionné sur une agence WordPress WooCommerce, avec bien sûr un fort positionnement sur la partie e-commerce. Ok. Voilà, et Et comment t'as aujourd'hui, c'est appris à toujours le faire tes cas. sites? On propose d'autres services à date. Bah, c'est simple, tout simplement, on se forme sur Google, on se forme sur YouTube, on met la main à la pâte, hein. Au début, tu fais pas mal Autodidacte, d'erreurs. ok. J'avais déjà, dans mes précédentes expériences, de toute façon, l'occasion de monter des sites. Mais voilà, après, de toute façon, dans tous les cas, quand on est une agence, on n'est pas tout seul, donc on s'entoure vite de développeurs, de web designers, et cetera. Le rôle d'un CEO à ce stade, c'est de comprendre les métiers, mais pas forcément d'être le meilleur exécutant. Il faut qu'il sache tout faire, mais pas forcément, il peut pas être le meilleur. S'il est le meilleur dans tous ces sujets, c'est un problème. Parce que ça veut dire qu'il a passé beaucoup de temps et dans ce cas-là, il n'est pas sur d'autres sujets. Euh, je pense qu'en tout cas, un CEO d'agence doit maîtriser tous les métiers, mais pas les maîtriser forcément à 100%. Voilà. C'est une bonne vision. Alors, je pense qu'il y a un peu de décalage, du coup, j'ai peur à chaque fois de te couper. Donc ça c'est la naissance de l'agence. Donc Ouais. t'es tout seul et tu te dis, ok, ça y est, je me structure. Euh, Tes premiers clients, tu m'as répondu, c'est grâce à ton réseau. Et du coup, c'est quoi ton premier recrutement? Quand c'est que tu passes de solopreneur, où tu parlais un peu de voyage, si tu as envie de nous en parler, n'hésite pas. Nous, on est de cette culture-là aussi. Ok, je m'installe. J'ai l'impression que, en tout cas sur LinkedIn, vous dites que vous êtes à Paris. Donc tu t'installes, tu commences à avoir une première personne. C'est quoi cette transition? Comment ça se passe? Tu peux nous en parler? Ouais, bah, cette transition, elle s'est fait un peu naturellement. Au début, bah, vu que je savais pas exactement ce que je voulais, j'ai commencé par recruter voilà, des petites mains, entre guillemets, pour m'aider. Donc au début, ça a commencé par stagiaire alternant, entre guillemets, sans vouloir dénigrer du coup en disant petites mains, hein. C'est juste que du coup, c'était forcément sur des métiers un peu à faible valeur ajoutée, type rajouter des fiches produits dans un e-commerce, ce genre de choses. Voilà, ça a commencé par ça. Puis après, mon premier vrai recrutement, en réalité, c'est à l'époque Julien qui avait recruté qui était rentré dans l'agence, qui était une sorte de chef de projet, qui était pareil, un peu compétent, multitâche, et qui était capable du coup de réaliser tout type de mission en fait. Voilà, pareil, qui n'était pas forcément le meilleur exécutant sur tous les sujets, mais qui était en mesure de prendre tout type de sujet. On avait encore une partie à cette époque tout est un peu externalisé. Donc, si on avait des besoins précis de développement, bah, c'était externalisé. Si on avait besoin de web design, c'était externalisé. Voilà, et au fur et à mesure, j'ai internalisé tous les métiers. C'est-à-dire que au début, j'ai commencé par un chef de projet un peu profil généraliste. Et ensuite, on est allé sur chacune des verticales métiers. Maintenant, aujourd'hui, j'ai plus aucun. Enfin, tout est internalisé, vraiment Ok. tout. Le seule chose qui est externalisée à date sur notre agence, c'est juste la partie DevOps pour assurer du 24-24, 7-7. Voilà. Mais Hmm. tout est fait maintenant au sein de l'agence. Je n'ai plus rien d'externalisé. Ok. Et donc, Donc, voilà, pour te répondre à ta question, ça s'est fait naturellement ok. avec, Et, euh, avec un premier rôle ouais. vas-y. Un premier rôle de Julien, du coup. Non, je disais du coup avec un premier rôle de chef de projet. Du coup, ouais, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un petit décalage, mais on va s'arranger, pas de problème. Ok, donc ça c'était premier recrutement. Au début, tu te bases sur ton réseau. Là, tu mets quand même, vous avez plus de 200 sites sous gestion. Tu continues que avec ton réseau à arriver à grossir et la recommandation, ou est-ce que tu as mis en place, sujet Non, qui m'intéresse beaucoup, bien de la sûr, prospection, des choses j'ai comme mis en ça? place. Et si oui, Ouais. qu'est-ce que tu as essayé qui a marché? Qu'est-ce que tu as essayé qui a pas marché? Ouais, j'ai essayé pas mal de choses du coup. J'ai fait du coup au début, donc forcément du référencement naturel, c'est aujourd'hui notre grande force, on est plutôt bien référencé. Aujourd'hui, je dirais que la plupart de nos leads viennent grâce au référencement naturel. Je sais pas si c'est le bouche à oreille ou le référencement naturel, mais c'est une grosse partie, c'est sûr, de référencement naturel. Je dirais peut-être ouais, 50% de référencement naturel, 40% de bouche à oreille, 10% autre. Euh, ouais, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait du commercial, j'ai fait de la prospection, j'ai fait un peu d'inbound marketing sur la création de contenu. J'en fais toujours un petit peu d'ailleurs, hein, ça marche, mais ça marche pas d'un point de vue aussi.
enfin, disons que mon effort temps, ratio temps investissement, entre guillemets, est plus en faveur du SEO, mais Ok. la création de contenu fonctionne. Euh, Ce qui a pas trop marché pour moi, c'était la partie outbound. Non pas que ça ne fonctionnait pas, c'est toujours pareil, ça fonctionnait aussi comme les autres canaux, mais le temps passé, c'est toujours pareil. C'est toujours une question Hmm. d'investissement, de marge, de temps passé, etc. Les clients que j'avais en outbound, c'était, enfin, du coup, on avait des prix vraiment tirés par le bas, etc. Et au final, avec le temps passé pour aller chercher des clients, ben, on avait des marges assez faibles, en fait. Donc, j'ai un profond respect pour les agences qui fonctionnent en 100% outbound parce que je pense qu'il faut, enfin, faut vraiment en vouloir tous les jours, quoi. C'est, c'est Ouais. vraiment, tu peux avoir des beaux contrats en outbound, mais ouais, ça demande beaucoup de temps, d'effort dans la partie commerciale et moi, c'est moins mon truc, je pense. Ouais, en effet, sur le référencement naturel, je vois que vous avez quand même fait pas mal d'efforts de création de contenu. Vous avez fait une petite bibliothèque d'outils, si j'ai bien vu. Et en effet, sur Agence WordPress Paris, par exemple, vous êtes très bien classé. C'est comme ça, du coup, tu penses que ça vient? Ouais, ouais, exactement. Il y a Agence WooCommerce aussi où je suis bien positionné. Ce qui Ok. est ma spécialité en réalité, hein. Donc, si tu tapes agence e-commerce, je suis normalement bien classé. Mais, euh, mais du coup, effectivement, c'est notre moyen d'acquisition principal, entre guillemets. Après, on me dira, enfin, c'est normal, je suis une agence aussi, je vends des prestats indirectement de SEO, donc je vais pas être le cordonnier mal chaussé, quoi. Voilà. Ouais, alors que bon, à la fois, tu as raison, mais à la fois, vu que toutes les agences SEO essayent d'être bien placées sur Agence SEO, c'est quand même un combat qui est pas facile. Moi, je l'ai même pas testé, pourtant je fais du SEO. Euh, ok, donc ça, tu nous as parlé de ton acquisition. Et aujourd'hui, ça ressemble à quoi ton agence? Vous êtes combien? Vous avez combien de clients? C'est quoi vos prestats principales? C'est quoi un peu, combien tes clients payent? Qu'est-ce qu'ils ont un peu en échange? Ça ressemble un peu à quoi finalement l'état des lieux, le catalogue, si demain on veut bosser avec toi? Ouais, alors moi j'ai une agence très spécifique, je pense, qui ressemble pas beaucoup, parce que souvent, soit tu vas avoir des agences avec des verticales très précises, des offres très précises, c'est peut-être le problème de faire du développement. Dès que tu commences à faire du développement, entre guillemets, bah, tu peux avoir des offres un peu sur mesure et du coup avoir des environnements différents. J'ai vraiment beaucoup de types de clientèle différentes, malheureusement. C'est un problème hein, au scaling de l'agence, clairement. Mais voilà, j'ai pas évolué, je cherche à pas évoluer, je cherche déjà à délivrer justement sur les services qu'on propose. Bah, j'ai du coup création de site, refonte et création de site. Donc ça, que ce soit site WordPress ou site WooCommerce. On va faire tout ce qui est développement sur mesure, donc développement WooCommerce. En réalité, il y en a beaucoup. Dès qu'on va connecter un ERP, dès qu'on va voilà, donc tout ce qui est développement sur mesure. J'ai des offres de maintenance, de gestion de site. Donc on propose des, des forfaits sous forme d'abonnement avec des heures mensuelles. On s'occupe des mises à jour, des optimisations de performance, d'un support technique. C'est surtout notre support technique, je pense, qui a de la valeur vu que tout est internalisé. Entre guillemets, nos clients ont accès à des développeurs et posent des questions directement à des développeurs en live. Donc, c'est intéressant. On ne fonctionne pas avec, un peu comme les agences traditionnelles où il y a des systèmes de tickets un peu basiques. Nous, on a vraiment un système vraiment fluide avec un contact quasiment instantané avec un développeur. C'est comme ça qu'on fonctionne. Ok. Voilà. Du coup, je propose également des prestations SEO, bien sûr, qui sont liées souvent à la partie vitrine ou e-commerce, donc soit lead gen, soit WooCommerce, toujours basé WordPress WooCommerce, hein. Nous, notre point fort, c'est de faire des sites qui convertissent sur WordPress et WooCommerce. Et forcément, vu qu'on est expert en CMS, sur ce CMS, on va aller très loin dans l'optimisation technique. Et du coup, on a quand même des avantages en tant qu'agence SEO. On travaille aussi, ça, on a des partenaires en agence SEO. On peut être dans ce cas-là un rôle complémentaire, on va intervenir sur le SEO technique. Voilà. Mais donc ça, j'ai tout type, donc, comme tu peux voir, de service. Généralement, c'est une palette de services. Donc souvent, c'est une refonte de site. On va apporter toute la couche de design, de développement, d'intégration et de SEO pour qu'une Hmm. refonte soit pertinente. Donc sur un site vitrine, on est autour de entre 5 et 10 000 euros, panier moyen. Entre un site e-commerce, on est plus autour de 15 000. 15-20 000, je dirais. Après, il y a un peu de MRR avec les abonnements. L'énorme avantage de mon agence, et je pense que c'est comme ça qu'on s'est développé, c'est on a une très très forte LTV client et récurrence client, c'est-à-dire que bah, j'ai encore des clients qui sont là depuis 4 ans, qui nous font encore confiance sur les refontes. On a un très faible churn.
C'est-à-dire que le désavantage d'avoir cette palette de services fait qu'on ne peut pas scaler et parce qu'on a plein de métiers différents et c'est complexe d'avoir tous les métiers internalisés au sein de l'agence, web designer, intégrateur web, développeur front-end, développeur back-end. On a des chefs de projet SEO, chefs de projet e-commerce, expert international. Enfin voilà, du coup, on a vraiment beaucoup de profils et de métiers différents. C'est à la fois une force et une faiblesse. La faiblesse, bah, c'est que du coup, c'est compliqué d'avoir une seule offre et de scaler parce qu'à chaque fois qu'on doit onboarder quelqu'un, nous, contrairement, on peut pas faire 3 fois le même métier et faire les mêmes formations pour tout le monde. On est obligé de Hmm. recruter 4 métiers différents et de former sur 4 métiers différents. Donc c'est archi complexe. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est capable de proposer une palette de services que je pense de bien meilleurs. En tout cas, quand on a des agences qui proposent autant de services, souvent la qualité est dégradée, pas chez nous, au contraire, vu que tout est internalisé. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des taux de churn très très faibles en fait. Donc on Et vous grossit êtes quand même lentement, spécialisé. mais on n'a Donc, pas de churn quasiment. tu dis que vous avez ce problème de proposer un peu de tout, mais ça reste tout dans une niche qui est, voilà, nous on est des experts WordPress pour commerce, tu le Je dis, sais tu le pas, répètes. pourtant j'ai une bonne connexion. Je t'entends même plus là. Ok, Je t'entends c'est même plus. peut-être moi. On va voir si ça se reconnecte. Sinon, Ah, allez, petite pause de ah, c'est bon, changement de c'est revenu. Wi-Fi. Ouais, tu me disais. Attends, juste pour pas que ça refasse ça, je vais changer de réseau. Ça va se déconnecter 2 secondes. Ok, je vais repartir du moment où je te posais la question de dire, où je te disais, bah, écoute, tu dis que tu as ce problème de ne pas être spécialisé, mais tu es quand même un expert, etc. Et puis après, on peut enchaîner. L'idée, c'est ce que je te posais comme question dans le chat. Je dis, si tu veux répondre à ma question vite fait, et puis après enchaîner sur combien vous êtes, si tu veux annoncer ton chiffre d'affaires et le nombre de clients, ça va faire kiffer les gens. Ça te va comme question? Ouais, ouais, bien Ok, sûr. Vas-y, vas-y. Tu peux reprendre. yes. Ouais, du coup, je te disais que tu, en effet, analyses le fait que c'est compliqué de scaler quand on n'est pas spécialisé. Autant je dirais que toi, vous êtes quand même hyper focus sur, voilà, on est des experts WordPress et WooCommerce. Ça permet, j'imagine, quand même de faire, comme tu dis, du travail de bonne qualité là-dessus. J'imagine que vous ne prenez pas à tout le monde. Du coup, vous êtes, si quelqu'un vous dit on veut un site custom, ou si on veut un Webflow, ou si on veut un Shopify, j'imagine que vous ne le faites pas non plus. Ouais, exactement, on va pas le faire. Non, mais c'est sûr que, là où je veux en venir, c'est plutôt sur l'offre. C'est-à-dire Ok? que typiquement, tu es une agence, je sais pas moi, Facebook Ads, à la limite, tu as besoin de 2 métiers. Tu as besoin d'un Oui, créatif et d'un performance, tu vois, un manager. Tu vois, tu as besoin de 2 métiers. Le problème, quand tu fais de la refonte de site, vraiment, là où avec les services qu'on propose, tu peux avoir 5, parfois jusqu'à 6 métiers en fait différents. c'est vrai. Tu vois? Et du coup, forcément, c'est plus compliqué, je trouve, de scaler une offre où tu as 6 métiers différents que une C'est vrai. offre où tu n'as que 2 métiers différents. C'est là où je veux en C'est venir. vrai. C'est vrai. Mais l'avantage, c'est que du coup, on va trouver, enfin, on va pas forcément trouver ça nulle part ailleurs. On va pas forcément trouver ça ailleurs, justement. Et du coup, on a des taux de churn très, très faibles, en fait. C'est ça l'énorme avantage, du coup, après de nos clients, parce qu'ils savent ils peuvent nous faire, nos clients peuvent nous faire confiance sur les sujets qu'on propose au sein de l'agence. Voilà. Ok, donc beaucoup de métiers, et du coup, ça fait une équipe de combien de personnes? Pardon, ça a coupé. Merde. Je disais, donc ça vous fait pas mal de métiers différents, ça j'ai bien compris. Et donc vous êtes combien aujourd'hui dans Ouais. l'agence? On est 16 au sein de l'agence, du coup, à Paris, en interne. Et après, si on compte vraiment toutes les équipes externes, on est un peu plus d'une vingtaine. Mais bon, voilà, comme je t'ai dit, la plupart de nos services, c'est internalisé aujourd'hui, donc, enfin, quasiment tout, à part la partie DevOps. Donc, on est vraiment 16 d'un point de vue opérationnel à Paris. Ok, tu m'as dit tout à l'heure aussi un petit peu les paniers moyens, les prix moyens, le fait que les clients restent assez longtemps. Aujourd'hui, vous êtes comment niveau chiffre d'affaires, niveau nombre de clients? Ouais. Alors, on fait 1,9 million de chiffre d'affaires l'année dernière. Alors, en nombre de clients, bonne question. J'ai plus de projets, je peux te dire, en nombre de projets. En clients actifs, on en a une centaine, ça c'est sûr. En nombre de projets, on a un peu plus de 200 sites sous gestion, 240 je crois, de mémoire. Un peu plus même peut-être aujourd'hui. Mais parce que parfois, il y a plusieurs sites par client. Voilà. Donc, Ok, euh, on a, on a nous-mêmes également nos sites de parc qu'on va compter là-dedans. Voilà. Je vais te dire, ouais.
je suis pas connecté à l'outil, je me suis déconnecté de tout, mais je vais pouvoir te dire ça. On a quand même pas mal de sites ouais, quand même au sein de l'agence en gestion. Ouais. Et justement, donc là, c'est une belle performance en 4 ans, c'est assez impressionnant. Et pour reboucler sur le sujet qui nous intéresse sur ce podcast, c'est marrant que même sans savoir que je m'adressais à quelqu'un qui a vendu son agence, c'est le cas. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette petite histoire? Je te laisse un peu nous dire ce qu'il en est. Ouais, alors moi j'ai rejoint du coup un groupe d'agences qui s'appelle PH7. L'objectif de cette revente, c'est d'aller chercher des plus gros clients. Aujourd'hui, quand tu fais entre même, même tu fais jusqu'à 4 millions de chiffre d'affaires, on va dire, on ne te prend pas vraiment au sérieux quand tu es quand tu un gros client, dans le sens où on peut te filer des petits contrats, mais ça va toujours être sur des projets secondaires. Si tu veux aller chercher des gros clients, il faut malheureusement dépasser un certain chiffre d'affaires qui tourne entre 10 et 15 millions. En dessous de 10 et 15 millions de chiffre d'affaires par an, on ne prend malheureusement pas assez au sérieux et entre guillemets, tu vas avoir des clients, enfin c'est plus compliqué d'avoir des gros clients. Donc le premier objectif, c'est ça, c'est de pouvoir mutualiser du chiffre d'affaires, des compétences, des ressources, une stabilité pour aller chercher du coup des beaucoup plus gros clients. Donc ça, c'est le projet PHS, c'est ça ce projet que j'ai rejoint. Et donc c'est Jean-Laurent et Ralph qui s'occupent de ça et ils m'ont convaincu de les rejoindre. Voilà. Ok, c'est intéressant ce que tu dis sur les petites boîtes versus les grosses boîtes au niveau des clients. J'imagine que toi, tu parles de chiffre d'affaires, mais un gros client, qu'est-ce qu'il regarde? J'imagine qu'il ne regarde pas spécialement le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que c'est à l'intérieur de cette petite structure d'agence qui fait qu'il Si, va il va plutôt quand même aller voir un regarder gros? des garanties. Ok, Il va aller quand même regarder des garanties, c'est-à-dire que quand tu fais des appels d'offres, bah, tu vois, moi, typiquement aujourd'hui, alors dans les agences du groupe, justement, il y a pas mal qui fonctionnent que en appel d'offres. C'est des projets à 30 000 à 40 000 euros. Moi, je vais pas aller taper ça. Je suis pas, enfin, j'ai pas les process commerciaux. ok. J'ai pas, je pense, dans tous les cas, l'équipe pour délivrer ce type de projet. Enfin, où j'ai l'équipe d'un point de vue technique, mais j'ai pas l'équipe d'accompagnement commercial, hein. Je parle d'un point de vue commercial parce Très que bien. c'est beaucoup d'efforts commerciaux pour, au final, enfin, c'est pas forcément des projets plus complexes, hein. C'est juste qu'il y a de Hmm. l'accompagnement client sur une appel d'offres, il y a de la réflexion, il y a une partie compliance peut-être un peu plus poussée et du coup, si, c'est compliqué de répondre à des appels d'offres où tu sais que tu seras pas pris parce que tu es une trop petite boîte. Si, si, Donc c'est finalement, en vraiment fait, un le fait. client En- paye plus cher, mais parce qu'il demande peut-être un process plus complexe, plus avec voilà, toutes ces ressources dont tu parles, il va finir par payer plus cher, mais c'est juste qu'en tant que gros client, il a besoin d'autres, entre guillemets, garanties autour Il a de besoin de juste... garantie. En fait, les gros clients, ils ont besoin de garantie. Comme tu connais l'expression, personne n'a jamais été viré pour avoir choisi Publicis, en fait. Donc, en fait, Ouais. ben, c'est exactement ça, en fait. C'est que, du coup, il y a un moment où, en fait, les gens, tu reçois une super offre, mais tu as d'une petite agence et tu as Publicis à côté, tu es un décisionnaire d'une grosse entreprise. Ben, parfois, même si tu as confiance en l'agence, etc., juste parce que tu veux pas prendre de risques sur ton métier, tu te dis, bah, je vais prendre l'offre qui est un peu moins bien, mais au moins, s'il y a un problème avec cette agence, on ne pourra pas m'en vouloir parce que j'ai pris l'agence qui avait plus de garantie. Voilà. Ok. Donc, euh, donc, en fait, la plupart des grosses boîtes, ça fonctionne comme ça. Voilà. Ok. Donc ça, c'est le rachat. Très bien. Donc tu rejoins un groupe. Ok, je comprends les motivations, c'est hyper intéressant. Et à côté, tu as Radico. Qu'est-ce que c'est Radico? Radico, donc ça fait partie hein, de Ingenius, dans le chiffre d'affaires en tout cas que je t'ai donné. Ça fait partie Ok. effectivement des offres qu'on propose. Radico, c'est notre marque, c'est notre agence. On vend des business clés en main avec garantie de résultat. C'est vrai que je le promouvois un peu moins parce que ça marche très bien, hein. Au contraire, c'est pas parce que du coup ça marche pas ou quoi que ce soit. C'est que en fait on n'est pas capable. C'est un produit qui n'est pas scalable. On est capable de faire uniquement un site par mois à peu près, trois sites Ok. par trimestre. Et c'est trop un métier artisanal. Vu qu'on apporte des résultats, il y a une partie conseil, il y a vraiment beaucoup de formation des équipes pour délivrer ce type de service. On est capable de faire qu'un site par mois. Donc en fait, on a toujours depuis le début du lancement de Radico, on a toujours une liste d'attente des clients, c'est toujours le cas actuellement. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je promouvois un peu moins, mais au contraire, c'est un de nos projets qui marche le mieux. Mais parce qu'on n'est pas capable de le délivrer plus vite ou plus de sites. Donc en fait, on vend Ok. euh, des sites e-commerce avec garantie de résultat. On te garantit, on te choisit la niche, on te monte le site et on te garantit que tu vas être rentable sur ta boutique. C'est impressionnant. Et
Donc, on propose des garanties de résultats. On te rembourse la boutique si tu n'as pas atteint le seuil de rentabilité. On propose deux garanties. Soit, c'est au choix, c'est soit tu ne comptes pas le prix de la boutique et le but, c'est juste d'être rentable sur tes investissements type publicitaire, produits, coût pour produit et TVA. Et dans ce cas-là, au bout d'un an, tu dois être supérieur à zéro. Ça, c'est la première garantie. Soit tu choisis celle-ci, soit tu choisis la deuxième garantie qui est au bout de 2 ans. Et dans ce cas-là, tu prends le coût d'achat du site également dans le calcul. Voilà. Ok. Donc, on te garantit qu'au bout de 2 ans, tu auras rentabilisé ton investissement. Du coup, après, voilà, après 2 ans. De quel type de site on Prix parle? du site. E-commerce, dropshipping, ou est-ce que ça va être des produits que tu dois acheter avec du stock? Non, c'est des produits dropshipping pour commencer. Après, c'est sûr que si tu as un client qui, après, le met en stock, bah, il va développer sa boutique et sa boutique marchera mieux, hein. C'est sûr que s'il fait le taf après, c'est beaucoup mieux, hein. Nous, on s'engage sur les résultats initiaux, enfin, sur les résultats initiaux, du coup, du type, bah, être rentable. Lancer des Ok. pubs, faire des ventes, avoir des ventes tout au long de l'année. Bon, ça dépend si c'est une boutique saisonnière, mais on va dire globalement que quand tu regardes ton bilan à la fin de l'année, que tu as fait du bénéfice, quoi. Voilà. Ok, c'est basé sur le fait que toi, tu as eu cette expérience de créateur de site et tu t'es créé pas mal de sites et aujourd'hui, tu en gros revends cette expertise. Ah, c'est ça. En fait, on en fait pour nous aussi. Ça nous permet aussi de financer notre propre parc. C'est-à-dire que, du coup, donc moi, j'ai effectivement Ingenius. Ingenius et Radico, c'est la même chose, hein. Donc là, dans le chiffre d'affaires que je t'ai donné, c'est la même chose. C'est parti dans la partie agence. Par contre, ce que je t'ai peut-être pas expliqué, c'est que j'ai un partenariat avec, sur une partie e-commerce où l'objectif, c'est de développer un maximum de sites d'un parc. Et ce parc e-commerce qu'aujourd'hui on a, qui est géré par Ingenius en partie, génère Hmm. un peu plus de 5 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Ah ouais. Donc on le fait pour nous-mêmes. Ok. Voilà. Et du coup, on a du coup ce parc de sites qui fait 5 millions de chiffre d'affaires l'année dernière et qu'on continue de développer. Donc dans les sites qu'on produit, comme je te dis, on peut en faire un par mois. Dans les sites qu'on développe, il y en a certains qui sont pour nous. Voilà. Ok. Et l'autre personne que je connaissais, si je ne m'abuse, qui fait ça, c'est quoi? C'est Enzo Honoré, c'est ça? Qui était un peu un des premiers? C'est ça, je le fais avec Enzo, exactement. Ah, c'est fait. D'accord. Ok, je savais pas. Ok, c'est. Du coup, je comprends le lien. Je savais pas que c'était du coup sous cette marque. Ok, hyper intéressant. Bon, pour finir, un peu, je voulais parler des projets d'avenir. Donc, tu dis que la partie agence, tu as vendu ça et en fait, tu rejoins ce groupe. C'est quoi un petit peu les plans sur les prochaines années là-dessus? Les planches sur les prochaines années, là, c'est de stabiliser mes recrutements, d'avoir vraiment encore monté le niveau de qualité et de délivrabilité. C'est de faire en sorte que je sois moins dans l'opérationnel, de me détacher, de pouvoir enfin, d'être focus sur la partie commerciale. J'aimerais bien pouvoir me détacher de la partie opérationnelle. Je suis malheureusement encore trop dans la partie opérationnelle à date. Voilà. J'ai l'impression que c'est la frustration de beaucoup de fondateurs. Je pensais qu'une fois qu'on avait une équipe de 16-20 personnes comme toi, on n'avait plus ça, mais tu es en train de me montrer que Ah non, c'est c'est encore. toujours un petit Enfin, peu. ça dépend sur quel sujet. Ça dépend sur quel sujet. Il y a encore il y a des sujets qui tournent, il y a d'autres sujets qui tournent un peu moins. Ok. En Et fait, puis, si tu veux maintenir une qualité vraiment euh, une- ouais, homogène, tu es encore obligé. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'agences, hein. Moi, franchement, encore une fois, je suis pas là pour dénigrer, etc., dans le sens où, tu vois, tu as des agences qui sont complètement l'inverse de moi. C'est-à-dire qui ont que des commerciaux et des chefs de projet, qui sont capables de délivrer tout type de prestations, ce qui n'est pas mon cas, hmm, qui sont très bien organisés, accompagnent, je pense même limite peut-être mieux que les clients que moi, mais la qualité va être extrêmement irrégulière. Tu as une chance sur deux que le travail, enfin, je dirais peut-être pas une chance sur deux que le travail soit mal fait, mais en tout cas, forcément, vu que c'est des freelances différents, c'est d'autres gens, etc., tout est externalisé, bah, d'une prestation à l'autre, tu peux avoir des trucs qui n'ont rien à voir. À l'inverse, quand tu internalises tout, tu as quand même une certaine homogénéité dans les prestations, une certaine qualité et une bien sûr. certaine touche qui est produite. Voilà, mais à l'inverse, t'es pas capable de tout adresser, quoi, niveau service. Ouais, après, c'est vrai que, comme tu dis, c'est plus de boulot. C'est pas la petite agence où c'est 3 4 5 personnes qui sont 100% remote, que des freelances. Voilà, là, toi, en tant que chef d'entreprise, tu as des bureaux, tu dois être là tous les jours. Les gens, ils sont physiquement sur place, tu as du management, mais tu as une cohérence. Et c'est peut-être aussi, comme tu dis, comme ça que tu passes à ces certains paliers de chiffre d'affaires qui aussi rassurent les plus gros clients. On est totalement d'accord. C'est des étapes. Tristan, ok, super. On a parlé
de quelques sujets intéressants. Donc pour résumer, si voilà, les gens veulent te contacter, on a 3 sujets. On a un expert WooCommerce, WordPress. On a du coup des sites clés en main si quelqu'un veut se lancer dans le e-commerce. Euh, et si on veut parler, bah voilà, tu as eu cette expérience de revendre une boîte. Donc nous, c'est des choses qui nous intéressent. Tu auras peut-être en privé, ça peut peut-être être des sujets qui intéressent des gens. Je te remercie beaucoup d'être venu sur le podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité, toujours un plaisir. Allez, très bonne journée. Au revoir.